Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire du Comité de Normandie dédié à la fonction publique. Vous êtes nombreux ce matin, donc merci d'être là. Ce webinaire va nous permettre de continuer la présentation de la déclaration sociale nominative, la DSN, démarrée par un premier webinaire en mars dernier. Donc, je me présente, je m'appelle Sabrina Delfieux-Piedlou, je suis consultante retraite entreprise sur la région Ouest au sein de Malakoff Humanis. Je représente le régime Agirc Arrco au sein du comité de Normandie. Je suis accompagnée dans la présentation de Nadège Marie et de Magali Farou, que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour, Nadège Marie, déléguée relations employeurs à la CPM de l'Orne. Donc voilà, je suis désolée si j'apparais un petit peu en clignotant puisque j'ai un petit problème de caméra, donc je vais la couper. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais bon, ça n'empêchera pas la présentation et si vous m'entendez bien, c'est le principal. Bonjour, alors je suis Magali Farou, déléguée relations entreprises de la Caisse de l'Eure. Et donc, je vous souhaite un bon webinaire et j'espère répondre à vos attentes. Donc, nous sommes toutes les trois membres du comité régional Net Entreprise de Normandie. Ce comité existe depuis de nombreuses années puisqu'il a été créé en 2007 et il regroupe de nombreux organismes, pas que nous trois, tels que les URSSAF, la CARSAT, les CPAM, le Pôle emploi, Malakoff Humanis pour l'Agirc Arrco ou encore le CIBTP, la MSA. L'objectif de ce comité est d'accompagner le développement et l'utilisation des services au sein du site Net Entreprise de manière locale. Donc, nous ne sommes pas que toutes les trois. Nous avons également avec nous derrière la console, vous ne les voyez pas, mais ils sont là, d'autres membres du comité ou de Net Entreprise, donc du JPMDS, de la Caisse des dépôts et consignations, qui œuvrent au quotidien sur la DSN et qui sont là pour nous accompagner et nous aider à répondre à vos questions. Donc, quand on parle de questions, on va passer à un aspect un peu plus technique du webinaire. Vos micros et caméras ont été coupés. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet qui porte ce nom en haut à droite de l'écran. C'est bien l'onglet questions pour les questions vraiment dédiées à la DSN. L'onglet chat, c'est pour dire bonjour et éventuellement échanger sur d'autres choses que la DSN. Donc, comme tous les bonjours que vous êtes en train de passer, nous vous remercions. Je rappelle la présence d'un petit sondage pour celles et ceux qui n'auraient pas pu encore y répondre, pareil sur la console en haut à droite. Pour un webinaire de bonne qualité technique avec l'outil Livestorm, un navigateur de type Firefox, Chrome ou Opera est recommandé. Il faut éviter Internet Explorer et pour les autres navigateurs, utilisez une version récente, sinon vous pouvez avoir des difficultés techniques, par exemple un écran noir lors du défilement des diapositives. Le support est téléchargeable. Vous avez une petite icône en forme de nuage en haut à droite pour cela. Attention, ça dépend aussi de la version utilisée. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez toujours accéder au webinaire en replay et télécharger le support sur Net Entreprise. Nous vous conseillons de fermer toute autre application pour libérer les flux du réseau. C'est pour ça qu'on ne mettra pas, nous non plus, les webcams. Il est possible aussi d'avoir un décalage entre nous jusqu'à 10 secondes, donc ne soyez pas surpris, la technique. C'est compliqué pour nous de vous aider en cas de difficultés techniques car il s'agit souvent de problèmes informatiques. Donc, encore une fois, vous retrouverez le replay dès la fin pas dès la fin de ce webinaire, mais dès la fin de l'ensemble des webinaires sur le sujet organisés par tous les comités régionaux en utilisant le même lien de connexion que ce matin. D'ailleurs, si vous avez des collègues qui souhaitent par la suite le visualiser, ils pourront le faire en s'inscrivant. Il suffira d'aller sur le site Net Entreprise, tout en bas dans la partie Nous contacter, les comités régionaux, pour retrouver le lien. Sachez que d'autres webinaires sont prévus cette année. Ils aborderont des questions spécifiques à la fonction publique. Voilà, donc là c'est le deuxième, mais il y en aura un troisième.
Donc, un dernier point par rapport aux questions. Pendant la présentation, des moments dédiés seront peut-être, si on a le temps, dédiés aux questions-réponses. Sinon, on verra en fin de webinaire. Donc, posez-les au fur et à mesure dans l'onglet prévu à cet effet en haut à droite de votre écran. Si vous n'obtenez pas de réponse, parce parfois on ne peut pas voir toutes les questions, il y en a beaucoup, nous vous donnerons pendant la présentation un endroit où les poser et où aller chercher l'information après le webinaire. Parce que après tous les webinaires sur Net Entreprise, vous pourrez retrouver l'ensemble des réponses à toutes les questions. Donc, nous vous redonnerons les liens. Donc, tout est dit, je crois. Nous pouvons démarrer concrètement sur la DSN, tout simplement dans un premier temps. Ensuite, donc, on va faire un petit tour, un petit rappel de ce que c'est que la DSN, de son contexte et la façon dont elle est construite. Ensuite, je m'y mets, et la DSN en particulier. Donc, je m'y mets pour s'inscrire sur Net Entreprise. En particulier, on va pouvoir vous détailler en fait des aspects un peu plus poussés des modalités de remplissage des données selon certains aspects de la fonction publique. Donc, la DSN, tout simplement. Donc, petit rappel du contexte de la DSN. La déclaration sociale nominative a depuis le départ pour objet principal de supprimer les multiples déclarations existantes. Une norme unique déclarative pour tous les organismes et surtout une seule déclaration mensuelle nominative qui permet notamment de déterminer les droits des salariés, de recouvrer les cotisations et d'effectuer le prélèvement à la source, tout en un. Ainsi, pour vous, fonction publique, l'arrivée de la DSN génère la fin de la déclaration automatisée des données sociales, la fameuse DATSU, pour les cotisations de retraite envoyées aux 3 fonds gérés par la Caisse des dépôts et de consignation, la CNRACL, le RAFP et l'IRCANTEC. De la déclaration unifiée des cotisations sociales, la DUX pour le volet URSSAF, et de la transmission des éléments relatifs au prélèvement à la source, PASSERO, utilisés notamment pour le bon remplissage de la déclaration pré-remplie pour la DGFiP. Elle peut également, pour les employeurs concernés, remplacer les déclarations auprès des organismes complémentaires, comme les mutuelles, les sociétés d'assurance ou institutions de prévoyance. La DSN est mise en place progressivement pour la fonction publique depuis 2020. La généralisation du secteur public, ça s'achève donc bientôt en janvier prochain. À noter que pour les entreprises du secteur privé, elle est déployée depuis 2017, avec les premiers volontaires en 2013. Donc, elle a déjà fait ses preuves. Ce qui change dans la DSN, c'est que la DSN est basée sur la paye, là où, par exemple, les DATSU étaient une reconstitution annuelle de tout ce qui s'était passé durant l'exercice précédent. Nous sommes donc sur un format plus proche de la réalité au moment même où la relation de travail intervient. Nous ne sommes plus en décalé. On peut la comparer à une photo à un instant T. On va vous décrire justement plus en détail le paysage de cette photo au fil de la présentation. Donc, vous avez bien compris, la DSN est un sous-produit de la paye, une continuité. Elle est donc mensuelle et doit être transmise une fois les salaires validés. Ça peut induire des changements organisationnels en matière de paye, notamment du rythme de processus paye déclaratif. Par exemple, plus la paye est réalisée tôt dans le mois, plus le risque de devoir faire des régularisations sera présent. Et les régularisations, on va le voir plus tard, complexifient le processus, dont la DSN. Donc, la qualité des données que vous allez transmettre dans vos DSN est essentielle. Même si vous le verrez, le droit à l'erreur et l'autorisation à la correction sont possibles. On vous expliquera comment tout à l'heure. Donc, un petit schéma pour expliquer ce qu'emporte la DSN chaque mois. Reflet de la paie signifie d'emporter chaque mois tout ce qui s'est passé depuis le mois précédent, changement de contrat éventuel, arrêt divers, etc.
Si on prend l'exemple de ceux qui rentreraient en DSN au 1er janvier 2022, la première déclaration, attendue au 5 ou 15 février 2022, portera les informations de la paye de janvier, arrivée jusqu'à l'émission de la paye. Donc, dans l'exemple affiché, sans le changement de contrat à fin janvier. Ce changement sera déclaré dans la DSN de mars, avec les événements intervenus entre l'émission de la paye de janvier et l'émission de la paye de février, etc., tout au long de l'exercice, mois après mois. Donc, les blocs. Comment est structurée la DSN? Nous sommes sur un ensemble de données structurées, en effet, qui, en fonction de l'employeur, donc du SIRET, permet d'apporter les informations pour identifier les agents, puis récupérer leurs données paye, contrat de travail, etc. Attention d'ailleurs, dans la DSN, vous l'avez peut-être déjà constaté, on parle de contrat de travail. La DSN, depuis 2013, est mise en place pour le secteur privé et les terminologies qui ont été adoptées sont liées à ce secteur privé. Donc, ce que vous pouvez lire comme contrat de travail dans la fonction publique est plus considéré comme relation. Pour autant, les rubriques utilisées portant la terminologie de contrat de travail doivent être utilisées pour définir la relation entre l'employeur et les agents. Donc, on voit ici les blocs principaux. La DSN emmène ces familles de données à travers ce qu'on appelle des blocs. On peut voir ainsi, par exemple, un bloc 06 pour l'entreprise qui permet d'identifier la structure qui emploie l'agent, le bloc 11 pour l'établissement, le bloc 30 pour l'individu, etc. Chaque bloc est ensuite composé de rubriques qui attendent toutes une donnée particulière. Et c'est ces données qui doivent être correctes et qui sont essentielles. Donc, ces blocs, ces rubriques sont gérés via une norme unique, la norme NEODES, norme d'échange optimisée des données sociales. Par comparaison, la là-dessus était portée par la norme N4DS. Donc, la norme NEODES permet d'obtenir des déclarations homogènes et traitables par tous les organismes de la protection sociale. Elle est mise à jour régulièrement à travers un cahier technique très riche en explications et portant les contrôles qui sont réalisés lors de la réception des déclarations. Vous avez là en bas dans la présentation les liens vers le cahier technique en vigueur, le journal de maintenance et la note différentielle, tous disponibles sur Net Entreprise. Sur ce cahier technique, à noter que parfois, des rubriques présentées sont préfixées FP. Cela signifie qu'elles sont exclusivement réservées aux employeurs publics. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il s'agit des seules rubriques utilisables par les dits employeurs publics. Donc, faites donc attention. Voilà, vous n'utilisez pas que les FP, sinon il n'y en aurait pas beaucoup. Nous pouvons voir ici les principales structures et blocs de nouveau. La DSN est construite logiquement, c'est comme un escalier inversé. Les structures S10 portent les données relatives à l'émetteur, les structures S20 les données relatives à la déclaration, les S21 les données relatives à l'entreprise et aux salariés. Nous allons détailler ces structures S21 qui sont quand même très importantes. Les quelques structures S90 sont une synthèse en chiffres de la déclaration. On va parler un peu juste de chaque bloc maintenant et de leur contenu, surtout de ce qui va être essentiel et de ce que vous allez devoir peut-être préparer avant l'envoi de vos premières DSN. Donc, les premiers blocs importants sont les 06 et 11 qui permettent d'identifier l'entreprise et l'établissement déclaré. L'exactitude de ces données est essentielle, notamment le numéro SIRET, pour éviter des rejets. La maille déclarative préconisée est d'utiliser le SIRET responsable de la paye de l'agent. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à vérifier vos SIRET à partir de vos comptes URSSAF, par exemple, pour être certain le moment venu de passer les mailles des contrôles et de perdre du temps en février lors de la première déclaration parce que c'est bloqué. Donc, ces vérifications, elles doivent se faire bien en amont. Le bloc 30 permet d'identifier les agents.
Il n'est posé qu'une seule fois dans la déclaration pour un agent donné présent dans le mois déclaré. La donnée NIR ou numéro technique temporaire présente dans ce bloc est évidemment essentielle puisque c'est elle qui permettra aux organismes destinataires d'attribuer les droits à la bonne personne. Si elle est conforme dès le départ, elle évite donc des mesures de réajustement lourdes et fastidieuses. Tout comme pour les SIRET, il est donc conseillé de préparer ses premières DSN en vérifiant en amont les NIR de ses agents. Ensuite, on a le bloc 40. Le bloc 40 porte les éléments relatifs au contrat de travail ou la relation entre l'agent et l'employeur. La plupart des rubriques, donc informations attendues, sont logiques par rapport à la paye, comme la nature du poste, l'indice, etc. Est positionnée dans ce bloc la quotité de travail qui, par défaut, est à déclarer sur une base mensuelle. Cependant, pour les fonctionnaires, les quotités de travail sont à déclarer en heures hebdomadaires, puisque c'est ainsi qu'est exprimé leur contrat. On vous en dira plus tout à l'heure sur cette partie quotité du travail, justement, et cette différence entre fonctionnaires et contractuels. Ce bloc porte également le numéro de contrat et la date de début de contrat, essentielle pour une bonne identification également. Ensuite, le bloc 60 porte tous les arrêts de travail. Ils doivent être déclarés systématiquement pour éclairer les informations déclarées en rémunération. On redétaillera tout à l'heure cette partie bloc 60 et arrêt de travail avec quelques exemples pour vous montrer que ça peut être impactant sur les droits et donc qu'il faut bien tous les déclarer. Le bloc 62 est destiné à préciser les fins de contrat. Ce bloc est obligatoire qu'il y ait ou non fin de contrat. La fin de contrat, en règle générale, peut être signalée par les événements, mais la fonction publique n'étant pas encore concernée par l'obligation événement, la fin de contrat doit être systématiquement déclarée via ce bloc 62. Nous avons aussi le bloc 65 qui concerne la suspension de contrat, ce qui n'est pas la même chose que la fin de contrat. Il peut être généré, ce bloc 65, notamment pour les détachements pour lesquels ce bloc sera utilisé par la structure d'origine. Là aussi, on reviendra sur le sujet plus en détail avec des exemples concrets tout à l'heure. Enfin, le bloc 71 qui permet d'identifier le régime de retraite complémentaire d'affiliation de l'agent. Nous avons ensuite les bases assujetties dans le bloc 78. Donc, les bases assujetties brutes et plafonnées permettent de déclarer les montants pris en compte pour le calcul des cotisations sociales et droits afférents pour certains organismes. Elles doivent donc être enregistrées pour chaque individu, malgré la présence du bloc 51 relatif aux rémunérations. Donc, elles sont complémentaires à ce bloc 51, elles sont nécessaires. Elles servent notamment aux URSSAF. Elles sont fonction évidemment de la période déclarée. Il en est de même des cotisations individuelles portées par le bloc 81. Si nous remontons un peu dans la chronologie des blocs, alors que nous avions tout à l'heure, je vous parlais du bloc 30 pour décrire l'agent et du bloc 40 pour décrire la relation entre l'agent et l'employeur, nous avons à côté les blocs 31 et 41 qui permettent de modifier ce qui a été précédemment déclaré. Vous verrez à l'usage qu'ils sont importants et utiles, même si on préférerait ne pas avoir à modifier ce qui a été déclaré précédemment. Ça sera forcément nécessaire à un moment donné. Petit rappel sur l'identification du salarié, puisqu'elle est essentielle, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, on remet une couche pour la bonne affectation des droits. La présence d'un NIR certifié, à défaut d'un numéro technique temporaire, sont indispensables. Ce numéro technique temporaire, attention, doit rester stable dans le temps, c'est-à-dire être le même d'une déclaration à l'autre, même en cas de réaffectation dans un autre établissement. L'idée, c'est de ne pas scinder l'individu et qu'il ait des droits répartis un peu partout sans qu'on puisse les relier les uns aux autres. On va maintenant détailler ce qu'est la cotisation agrégée et comment la déclarer. Donc, la cotisation agrégée, c'est le total des cotisations dont l'établissement est redevable.
Elle est déclarée à la fois pour ses agents et selon chaque type de cotisation. Elle concerne les cotisations URSSAF déclarées en DSN. Plus concrètement, le bloc 22, bordereau de cotisation due, va permettre de déclarer de manière regroupée les cotisations agrégées. Ce bloc ne peut porter que les cotisations et réductions d'un mois civil. Il permet de signifier l'organisme auprès duquel l'établissement est redevable de la cotisation, les rubriques 01 et 02, la période de rattachement, les rubriques 003 et 004, et le montant de la cotisation agrégée, la rubrique 005. Le bloc 22 est complété par le bloc 23, relatif à la cotisation agrégée. C'est le bloc de référence qui permet notamment d'identifier la cotisation ou la réduction. Il s'agit de la notion de code type de personnel, le CTP, dont la table est consultable sur Net Entreprise. Les URSSAF ont également établi un guide détaillant le sujet et la notion de code type personnel, et justement permettant de renseigner toutes ces données dans la DSN. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site des URSSAF et à consulter leur guide qui est très bien fait et très détaillé concernant les CTP. Après cette cotisation agrégée, on va s'attarder sur le bloc 82 relatif à la cotisation de l'établissement. Ce bloc n'est pas à utiliser pour déclarer le montant total des cotisations versées par un établissement donné. Il permet de déclarer les cotisations dues par l'établissement. Donc attention, il est notamment utilisé par les organismes complémentaires. Et pour terminer cette partie, nous allons terminer avec la cotisation nominative individuelle. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une cotisation due pour un agent donné au titre de son activité, comme la cotisation pour l'assurance maladie, la cotisation pour l'assurance vieillesse, etc. Donc, elle est bien individuelle. Elle est déclarée à travers plusieurs blocs. Le bloc 20, pour le versement de l'organisme de protection sociale qui intègre la somme de toutes les cotisations nominatives de tous les agents rémunérés par un établissement donné. Ils sont tous liés entre eux. Voilà, c'est tous ces blocs qui permettent de déterminer la cotisation nominative. Le bloc 79, qui permet de donner les informations relatives aux éléments supplémentaires de calcul de la cotisation, comme les réductions ou les exonérations. Le bloc 81, qui permet de déclarer le montant des cotisations ou réductions, des taux de cotisation, montant des assiettes de cotisation, etc. Tout s'enchaîne ensemble, hein. Donc, on revient sur la base assujettie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui doit compléter la déclaration de la cotisation nominative, excusez-moi. Cette base assujettie, portée par le bloc 78, est nécessaire car le calcul de la cotisation y est rattaché, comme je vous l'ai signalé. Donc, j'en ai terminé avec cette présentation un peu générale de tous ces blocs et de ces enchaînements. On va rentrer dans un peu plus de détails avec Magali. Non, là, c'est plus... c'est pas Magali. Les aléas du direct, excusez-moi, c'est Nadège. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis là, je vais reprendre la parole. Merci Sabrina. Donc maintenant, nous allons passer à « J'ai le droit à l'erreur », la loi OUPS. Donc, loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance. Donc, pas de pénalité ni de mise en cause de votre bonne foi. Donc, la mise en place de la DSN instaure une nouvelle logique de correction des données sociales déclarées. Donc, les données déclarées en DSN peuvent être corrigées différemment selon le moment de la correction. Donc, voilà. Donc, il y a les possibilités, effectivement, d'avoir des erreurs. Donc, nous allons voir les moyens que nous allons pouvoir mettre en place pour corriger ces erreurs. Donc, il y a la première, donc le moment de la correction jusqu'à la veille de l'échéance à minuit. Donc, la méthode annule et remplace.
seule la dernière DSN déposée à l'échéance est prise en compte. Donc là, nous indiquons jusqu'à la veille de l'échéance à minuit, n'attendez pas cette extrémité pour faire ce dépôt. Il faut anticiper un peu les dépôts. Il suffit que vous ayez un petit problème technique. Moi, je vous conseille de l'échéance de la rapprocher avant minuit. En plus, je ne sais pas si vous travaillez jusque-là. La deuxième étape, donc, après la date d'échéance, donc la méthode de correction dans la DSN suivante. Voilà, donc deux modes, soit la veille de l'échéance à minuit, soit après la date d'échéance. Nous allons voir donc à présent expliquer le petit schéma. Donc là, le mois M, donc nous sommes dans le mois dans lequel se passe l'activité. Donc en tant que déclarant, nous avons envoyé une DSN dans laquelle nous avons commis une erreur. Donc, si on se rend compte de cette erreur avant la date d'échéance, avant l'échéance, soit du 5 ou du 15 du mois, tout dépend des entreprises, des établissements. Donc là, vous aurez la possibilité, si vous vous rendez compte de cette erreur avant ces échéances, d'établir une DSN annule et remplace. Celle-ci écrasera la DSN précédemment effectuée. Donc, en revanche, si vous ne vous rendez pas compte de l'erreur avant l'échéance, mais après, donc là, il faudra établir une DSN mensuelle dans le mois suivant où vous avez la possibilité de porter des rectifications dans la DSN. Un déclarant inscrit à la DSN qui envoie une DSN mensuelle. Donc là, nous voyons qu'il est KO, donc rejeté par le bloc contrôle, bloc 1. Donc là, on n'a pas pris en compte votre DSN pour peut-être X raisons, on ne peut pas la lire. Donc là, il faudra réémettre une nouvelle DSN mensuelle puisque celle que vous nous avez envoyée, elle a été rejetée, donc pas prise en compte. Donc là, bien refaire une nouvelle DSN. Votre DSN mensuelle, ensuite, a été rejetée par le bloc 3. Donc, pour la raison qu'il y a des données qui ne sont pas forcément justes, par exemple. Donc là, deux possibilités. Si cette DSN a été rejetée avant l'échéance du 5 ou du 15, donc là, vous avez la possibilité donc, de refaire une annule et remplace avant l'échéance. Si en revanche, vous avez si c'est après l'échéance, vous avez la possibilité de porter des rectifications dans le mois suivant. Donc là, je ne sais pas si vous avez bien vu puisque l'écran avait disparu. Donc voilà, donc la DSN mensuelle bloquée par le bloc, rejetée par le bloc 3, soit vous faites une annulée remplace et suivant l'échéance, ou alors des rectifications dans la DSN du mois suivant. Alors maintenant, un petit focus, nous allons faire quelques rappels sur les éléments financiers à corriger en DSN. Donc, les données concernant les montants individuels ou agrégés peuvent être corrigées dans la DSN d'un mois suivant selon deux méthodes. Donc, deux méthodes possibles à retenir. Donc, la méthode différentielle, une déclaration dans la DSN du mois suivant d'un bloc, alimenté avec la différence entre le montant initialement déclaré et celui attendu. Et la seconde méthode, la méthode annuler-remplace, donc la déclaration dans la DSN du mois suivant d'un bloc avec le montant en négatif, plus une déclaration du montant correct dans un nouveau bloc. Donc, dans les deux cas, la méthode de correction, les blocs portant sur des corrections doivent impérativement faire référence à la période pour laquelle la correction est réalisée. Donc, il va falloir bien faire référence de la période pour qu'on puisse lier, pour qu'on puisse voir où était l'erreur et pouvoir la corriger. Nous allons voir un petit exemple, par exemple, voilà, donc dans la DSN de janvier 2021, l'établissement déclare pour un individu une base assujettie de 2 000 € au lieu de 3 000 €. Donc, nous voyons bien, donc du 1er au 31, donc 2 000 en rouge. Et il y a aussi donc une erreur pour cet individu concernant le montant de la cotisation, qui a un montant individuel de 222 € au lieu de 333 €. Alors, que faire dans ce cas-là? Donc, il y a, comme je vous disais précédemment, donc la méthode différentielle. Donc, dans la DSN de février 2021,
l'établissement va corriger son erreur et déclare pour cet individu une base assujettie de 1 000 €. Donc, c'est la différence entre les 2 000 et les 3 000. Donc, les 2 000 que vous aviez déclarés précédemment et les 3 000 que vous auriez dû déclarer. De la même façon, nous allons porter la correction sur la cotisation individuelle. Donc, la différence entre les 222 € que vous aviez déclarés précédemment et le montant que vous auriez dû déclarer. Donc, la différence, 333 moins 222, donc ça fait bien 111 €. Ne pas oublier cependant de déclarer, même si voilà, vous avez fait votre correction dans la DSN de février par rapport à la période de janvier, d'effectuer la déclaration pour le mois de février. Donc, la correction n'empêche pas non plus ne vous exonère pas de déclarer le mois en cours, le mois au titre de février. Alors, donc là, après avoir vu la méthode différentielle, on peut voir la méthode annuler-remplace. Donc, dans la DSN de février 2021, l'établissement corrige son erreur et déclare pour cet individu une base assujettie négative à moins 2 000. On fait de même pour la cotisation individuelle, moins 222. Donc, par la négative, on annule ce que l'on a fait pour remettre des bons montants. Donc, les montants corrects en base assujettie de 3 000 € et la cotisation individuelle avec une positive de 333 €. Donc, ça, pour la période de janvier. Donc, la base assujettie et la cotisation due pour le mois de février doivent être déclarées dans la DSN de février. Alors, un autre petit exemple d'erreur que l'on peut faire. Dans la DSN de janvier 2021, l'établissement déclare pour un individu une base correcte de 3 000 €. Et puis, donc, il y a une erreur. Il déclare, pour cet individu, un montant de cotisation à 154,50 €. Comment le corriger? Donc, l'établissement va devoir, dans la DSN de février, déclarer pour cet individu une base assujettie de 0 €, indispensable pour affecter la période concernée. Donc, pourquoi 0 €? Car il n'y a pas eu d'erreur pour la base assujettie. Cependant, le bloc base assujettie est parent du bloc cotisation individuelle sur lequel il y a une erreur. Donc, cette base assujettie est indispensable. Elle permet d'identifier la période sur laquelle la correction, notamment ici, le mois de février, donc ça permet en fin de compte, de dater, de voir sur de quelle période il y a eu l'erreur. Bien sûr, on va corriger la cotisation individuelle. Donc là, nous indiquons en vert à 178,50 €. Donc, c'est la différence entre les 154 € qui avaient été déclarés précédemment, sur lesquels nous avions fait une erreur, et les 333 € que nous aurions dû déclarer. Et bien sûr, toujours ajouter en plus donc la déclaration de février pour la base assujettie et la cotisation individuelle pour cet individu, au titre de février. Donc, voilà pour ces éléments de correction concernant les éléments financiers. Nous allons à présent passer aux éléments concernant l'individu ou le contrat. Donc, la situation d'un salarié, les informations permettant de l'identifier et les caractéristiques de son contrat sont susceptibles d'évoluer et par conséquent, les données déclarées chaque mois en DSN sont susceptibles de changement ou de correction. Donc voilà, et ce qu'il faut bien retenir, c'est ces deux notions. La notion de changement, donc la modification au cours du mois principal déclaré. Le bloc changement permet de véhiculer la donnée de la période avant changement, ainsi que la date du changement. Et la correction, modification a posteriori d'une valeur déjà transmise. Le gestionnaire donc, se rend compte d'une erreur dans une DSN antérieure et la corrige dans la DSN du mois principal déclaré. En fonction du type d'erreur à corriger, les modalités de correction sont différentes. Donc, concernant la correction des données déclarées dans une DSN antérieure, donc deux natures de données existent.
Donc, les données dont seule la dernière valeur est utile, par exemple l'adresse du salarié, donc seule la dernière valeur sera prise en compte, et les données dont la valeur est nécessairement en cohérence avec une période et pour lesquelles les dates de modification ont un impact sur les droits. Donc, la donnée est descriptive et influe sur les droits. La correction est portée dans un bloc changement individu, le bloc 31, ou le bloc changement contrat, le bloc 41. Donc, le bloc changement comporte alors la valeur qui aurait dû être transmise et la date de modification ou la date à partir de laquelle elle est valable. Alors, en ce qui concerne le périmètre des données pouvant faire l'objet de déclarations de blocs de changement, les données identifiantes pour lesquelles il est nécessaire de mettre en relation l'ancienne et la nouvelle valeur en cas de changement, et les données non identifiantes pour lesquelles la date de survenance du changement porte un impact sur la protection sociale, donc sur les droits. Donc, bien identifier donc, les données identifiantes et les données non identifiantes. Chaque événement déclaré au sein d'un bloc changement est daté par la rubrique date de modification, qui correspond à la date d'effet des nouvelles valeurs déclarées dans le bloc individu ou le bloc contrat, donc le bloc 30 ou le bloc 40. Nous verrons de toute manière quelques petits exemples pour schématiser tout ce que je suis en train de vous expliquer actuellement. Donc, le bloc changement d'individu ne contient que des données identifiantes. En revanche, le bloc changement contrat contient pour sa part des données identifiantes et non identifiantes, dites de modalité de contrat. Les rubriques présentes dans le bloc changement, le bloc 41, portent sur des données identifiantes qui sont le SIRET de l'ancien établissement d'affectation, l'ancien numéro du contrat, l'ancienne date de début de contrat et l'ancien identifiant du contrat d'engagement maritime. À noter que cette dernière donnée ne concerne que les gens de mer affiliés à l'ENIM. À chaque fois qu'une donnée identifiante change, il est impératif de déclarer le changement ainsi opéré. L'absence de déclaration d'un changement de données identifiantes ne permet pas le chaînage des données de l'individu avec des données précédemment déclarées en DSN pour cet individu. Donc, cela a un impact sur ses droits. Seules les données faisant l'objet d'un changement font aussi l'objet d'une déclaration de changement. Donc, il y a un petit lien donc en bas, vous allez pouvoir voir donc, le petit lien en bas de votre écran qui va pouvoir, vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations concernant cette note et pouvoir voir à tête reposée tout ce que l'on vous a expliqué. Et puis, si vous avez des questions, donc ce lien-là vous permettra de retrouver toutes les informations. Vous avez aussi la possibilité de faire des recherches par mots-clés ou par numéro de fiche. Alors, nous allons prendre un exemple pour voir comment se modélise la DSN. Alors, hop, je vais suivre un petit peu, voilà. Donc, comment se modélise la DSN? Alors, un exemple d'individu déclaré avec un numéro d'immatriculation d'attente, le NIA, de janvier à mars. Il reçoit donc son NIR le 15 avril, et qui pourra être actualisé par un bloc changement dans la DSN du mois principal déclaré d'avril. Donc, au niveau de la rubrique numéro d'inscription au répertoire, et donc il faudra se renseigner le NIR attribué. Et dans la création d'un bloc changement individu avec les rubriques date de modification, donc au 15 avril, puisque c'est à ce moment-là que nous avons reçu le NIR, et préciser en même temps l'ancien NIR, le NIA, qui avait été précédemment déclaré. La déclaration de ce bloc changement individu, le bloc 31, permet de faire le lien avec les données qui avaient été précédemment déclarées pour cet individu. Donc, nous voyons bien l'aspect de chaînage qui est très important et qui permet de lier entre elles les différentes données. Alors, prenons le premier cas.
le cas de la modalité qui fait partie des données portées en bloc changement contrat, bloc 41, ayant un impact sur des droits, comme par exemple modalité d'exercice du temps de travail. Donc là, il faudra renseigner la valeur antérieure dans le cadre d'un changement, renseigner la valeur qui aurait dû être déclarée dans le cadre d'une correction, et pour borner la période sur laquelle porte la correction ou le changement, il faudra renseigner la rubrique profondeur de recalcul de la paie. Donc, nous verrons quelques petits exemples après qui illustrera toutes les informations que je vous ai apportées et qui sera peut-être un petit peu plus clair par rapport à des exemples. Donc, dans le deuxième cas, la donnée ne fait pas partie des données ayant un équivalent au bloc changement, donc comme par exemple le libellé de l'emploi. Donc, il faudra renseigner la nouvelle valeur au niveau du bloc contrat, contrat de travail, convention, mandat, donc le bloc 40. Si plusieurs changements surviennent dans le mois pour une même modalité, la valeur la plus récente, valable au dernier jour du mois principal, est déclarée, donc est prise en compte. Donc, à quoi sert la déclaration d'un bloc changement de contrat? Donc, cela permet de reconstituer la situation administrative de l'individu à toute date, toute période. Permet aussi ensuite l'application des règles de protection sociale et la réalisation d'actes de gestion. La profondeur de recalcul de la paie permet de déterminer la date à laquelle il est procédé à un réexamen de la paie et renseigner la valeur la plus ancienne du bloc changement 41. Donc, en cas de chaînage, cette rubrique permet d'indiquer jusqu'à quelle date on doit considérer chaque élément qui change. Donc, voilà un petit rappel encore du lien en bas où vous pouvez vous y référer si vous avez besoin de plus d'informations ou de regarder de nouveau si vous avez des doutes. Vous avez toujours la possibilité de vous référer sur la page Net Entreprise pour avoir la documentation à ce sujet. Donc maintenant, nous allons voir quelques petits exemples pour illustrer ce que je viens de vous dire, pour modéliser un petit peu tout ça. Alors, par exemple, le changement, premier exemple, le changement sur une modalité. Un salarié est déclaré comme étant non cadre en janvier. L'employeur déclare son passage au statut extension cadre en date du 17 février. Donc, nous voyons bien en janvier, donc il a été déclaré non cadre. Puis, dans la DSN de février, nous voyons bien le nouveau statut extension cadre. Donc, en date de modification, eh bien, forcément, comme nous avons vu, donc c'est la date du 17 février, puisque c'est à ce moment-là que s'est effectué le changement. Nous indiquons quand même l'ancien code de statut qui était non cadre et la profondeur de recalcul de la paie au 1er février 2020. Pourquoi au 1er février 2020? Puisque c'est à ce moment-là, c'était à cette période, c'est au mois de février qu'il y a eu le changement. On ne le fait pas à partir de janvier, puisqu'au mois de janvier, les informations étaient correctes sur cette période. Donc là, une profondeur de calcul au 1er février 2020. Donc le salarié est donc non cadre du 1er au 16 février, puis passe extension cadre à compter du 17 février. Donc dans la DSN, voilà comment ça va se véhiculer. Donc il y a un bloc changement de contrat qui indique que le salarié est passé de non cadre à extension cadre, et un bloc contrat qui indique que le salarié est extension cadre au dernier jour du mois de février. Dans un deuxième exemple, donc un exemple de changement avec deux modalités. Un salarié non cadre avec une quotité de travail à 100 € en janvier devient au 17 février extension cadre avec une quotité de travail de 120 heures. Donc, dans la DSN de janvier, nous voyons bien qu'il avait été déclaré non cadre avec une quotité de travail à 100 heures. Donc, dans la DSN de février, comment ça va se passer? Nous allons indiquer le code statut catégoriel, donc son nouveau statut qui est extension cadre, et la quotité de travail à 120 heures. Il va y avoir donc, le salarié est donc avec une quotité de travail à 100 heures du 1er au 16 février, puis passe extension cadre avec une quotité de travail de 120 heures. Donc, nous allons voir, il y a deux blocs changements. Tout d'abord,
la date, le bloc changement contrat qui indique que au début, donc à partir du 17 février, la date de modification, il était dans son ancien statut, il était non cadre avec une profondeur de recalcul au 1er février. Et le deuxième bloc, la date de modification toujours au 17 février, on reste au 17 février puisque là, c'est là où s'est opéré les différents changements. On rappelle l'ancienne quotité du temps de travail à 100 heures et toujours la profondeur de recalcul de l'AP au 1er février 2020. Donc voilà, 2 blocs changements qui indiquent respectivement que le salarié était non cadre et avait une quotité de travail de 100 heures du 1er au 16 février. À compter du 17 février, il est passé en extension cadre avec une quotité de travail de 120 heures. Un bloc contrat aussi, bien sûr, qui indique que le salarié, donc ça c'est la première ligne, hein, tout en haut du petit encadré DSN février, qui indique que le salarié est extension cadre avec une quotité de temps de travail de 120 heures au dernier jour du mois de février. Un dernier exemple, donc là c'est plus sur le changement, mais plus sur la correction d'une modalité. Donc, le salarié a été dans la DSN de janvier comme étant non cadre, alors qu'il était statut cadre, extension cadre, pardon, sur toute la période. Donc, dans la DSN de janvier, nous voyons qu'il avait été déclaré non cadre. Alors, dans la DSN de février, ce qui va être indiqué, c'est d'abord donc son code statut catégoriel extension cadre, indiquer la date de modification au 1er janvier, puisque là, en fin de compte, au 1er janvier, il était normalement, il aurait dû être considéré comme extension cadre. Donc, cela va permettre de rétablir la situation précédemment déclarée. Nous allons indiquer son ancien code statut catégoriel extension cadre, puisqu'il normalement, il aurait dû être non cadre, pardon. Excusez-moi, c'était son ancien code statut non cadre. Et la profondeur de recalcul de l'AP, nous allons l'indiquer au 1er janvier 2020. Donc, le salarié est extension cadre depuis le 1er janvier 2020. Donc, comment ça va se véhiculer? Un bloc changement de contrat qui indique que le salarié était bien extension cadre depuis le 1er janvier 2020 et un bloc contrat qui indique que le salarié est extension cadre au dernier jour du mois de février. Donc là, je pense que nous avons fait le tour sur toutes les différentes façons de modifier, de corriger une erreur déclarative sur un montant, un individu ou un contrat. Après, nous allons peut-être passer à un petit temps de questions-réponses. Géraldine, avons-nous des questions par rapport à ce qui a été annoncé? Bonjour à tous. Je m'appelle Géraldine, je fais partie du comité Net Entreprise et je suis rattachée aux URSSAF. Donc, au niveau des questions, globalement, j'aimerais revenir juste sur des petits points. Notamment, il y a un petit peu d'inquiétude. C'est normal, c'est parce que tant qu'on n'a pas démarré, c'est vrai qu'on voit, on peut avoir cette inquiétude. Et notamment au niveau des diapositives, vous voyez qu'on parle beaucoup de rubriques, de blocs, mais il faut savoir que ces éléments-là, vous ne les verrez pas en fait. Vous allez continuer exactement ce que vous faites actuellement au niveau de votre paye au sein de votre logiciel. La chose que vous allez faire seulement, c'est de mettre à jour votre logiciel à la norme DSN pour pouvoir générer cette fameuse DSN. Mais après, dans la continuité des événements, vous allez continuer à enregistrer tous les éléments au sein de votre logiciel, de continuer votre paye comme vous le faites habituellement. La seule chose, c'est que dans la DSN, les données sont importantes, donc on peut revenir vers vous par les fameux contrôles du métier en vous disant qu'il y a telle ou telle anomalie à corriger, mais ça sera toujours au niveau de votre logiciel. Vous n'aurez pas besoin de rentrer dans les fameuses rubriques, dans les fameux blocs. En fait, tout ça, ça se fait de manière intuitive par le logiciel lui-même. L'autre sujet sur lequel je voulais revenir, c'est qu'au niveau de la mise en place de la DSN, elle se fait bien de manière progressive.
Donc, vous allez démarrer en janvier 2022 et dans un premier temps, vous n'aurez de remplacer que 3 types de déclarations. La DUX URSSAF, la DASU pour la partie CDC et la partie prélèvement à la source. Donc, ces 3 types de déclarations-là, à partir du moment où vous allez démarrer la DSN, vous n'aurez plus besoin de les faire en parallèle sur les différents organismes concernés. En revanche, toutes les autres déclarations ne sont pas pour le moment comprises dans la DSN, donc vous continuerez à les réaliser auprès des organismes concernés. Et au fur et à mesure, la DSN va être complétée par les autres déclarations. Donc, petit à petit, l'ensemble des déclarations que vous faites auprès des différents organismes sera injecté dans la DSN. Mais au démarrage, nous avons bien que le remplacement de la DUX, du PASS et de la DASU côté CDC. Je pense que là, en gros, j'ai répondu aux différentes questions qui étaient posées et les membres, je vois répondre au fur et à mesure. Donc, je pense qu'on peut continuer avec toi, Magali. Là, normalement, c'était pour Sabrina. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, il y a une partie inscription à Net Entreprise qu'on voulait revoir avec vous. Voilà. Voilà. Excusez-moi, il fallait que je remette le son. Donc oui, c'est moi. On va mettre de côté là les blocs, les rubriques, leur contenu pour une petite parenthèse en allant faire une petite visite du site Net Entreprise. Par rapport justement à ce que disait Géraldine, il y a aussi beaucoup de questions sur les tests, faut-il faire des tests avant, etc. Bien sûr que c'est fortement conseillé de faire des tests avant. Il existe aussi sur Net Entreprise, en dehors de ce qu'on va voir là pour s'inscrire et pouvoir déclarer sa DSN, beaucoup d'outils. Un outil d'ailleurs qui vous permet aussi de vérifier vos DSN et leur contenu en amont sur vos postes de travail avant même de les envoyer. Donc, il est fortement recommandé d'aller voir un peu tout ce qui existe au niveau de la DSN sur Net Entreprise, sachant qu'il y a un espace dédié au secteur public et que c'est quand même très bien fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse avant de rentrer dans le cœur du sujet de l'inscription pour pouvoir envoyer ces déclarations DSN. Donc, si vous êtes déjà inscrit, c'est une bonne nouvelle. Il faut éviter et que vous n'avez pas encore ajouté la DSN dans vos services, parce que Net Entreprise, c'est beaucoup de services, va falloir aller ajouter le service DSN. Seul l'administrateur peut le faire. Il doit, via son menu personnalisé, cliquer sur Gestion, puis ajouter la DSN pour le régime général. Il va ensuite pouvoir habiliter les déclarants qui ont été autorisés sur le compte, les habiliter à faire de la DSN en cochant la case dédiée à la DSN face au nom des déclarants. Il renseigne ses mots de passe et questions secrètes, il valide et le tour est joué. Vous pourrez, dès février, faire vos premières DSN. Pour les entreprises pas encore inscrites sur Net Entreprise, si elles existent, parce que je suis persuadée qu'il n'y en a pas tant que ça, il faut passer par la première étape de primo-inscription. Donc là, quand on arrive sur Net Entreprise, on clique sur votre compte, puis je crée mon compte Net Entreprise. L'inscription est assez simple, il suffit de suivre le guide comme on a pu le faire sur beaucoup de sites web aujourd'hui, surtout en période de confinement. Je pense qu'on c'est un peu plus aguerri sur les inscriptions sur différents sites. Donc, la page des conditions générales qu'il faut évidemment accepter, renseigner le mot de passe et la question secrète, puis valider. Puis, une fois les informations renseignées, cliquez sur « S'inscrire sur Net Entreprise ». On clique sur votre entreprise. En rubrique, on va cliquer sur un organisme, une entreprise publique, un employeur des fonctions publiques au régime spéciaux. On s'identifie en tant qu'organisme public. Et ensuite, on peut cliquer sur la DSN pour toutes les déclarations qu'elle remplace.
puis cocher Général et Valider. Donc, il y a une petite pop-up, si les pop-up ne sont pas bloqués sur votre ordinateur, qui va apparaître récapitulant les services déclaratifs choisis. Il faut cliquer sur Valider. Il faut cocher la case d'acceptation de la charte relative à la DSN et cliquer sur J'accepte. Et enfin, valider l'inscription, puis retour à l'accueil. Vous allez ensuite recevoir un mail dans votre boîte mail et il est important de cliquer sur validation de votre adresse mail. Il faut impérativement valider le lien reçu pour finaliser le processus d'inscription. Et une fois cette inscription réalisée, l'accès au service DSN est fait sous 24 heures. Donc, pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, autant le faire maintenant. Hein, même si c'est pour janvier 2022 et que ça paraît loin, plus tôt c'est fait, mieux, plus on est sûr que ça fonctionnera au moment voulu. Ajouter la DSN tout simplement. Oui, ajouter la DSN tout simplement. C'est un petit rappel de ce qu'on vous a déjà dit là depuis tout à l'heure. Déterminer les SIRET qui seront déclarées, contrôler les SIRET déclarées lieu de travail, tout, essentiel hein, le SIRET dans votre DSN. Vérifier les NIR de vos individus, de vos agents. C'est très important aussi, on vous l'a déjà dit. Je vous en ai parlé un peu rapidement au début. Contrôlez votre fichier avec ce fameux outil offert par Net Entreprise, DSN Val et DSN FPOC. Donc, ça permet de ne pas l'envoyer. Vous l'installez, c'est une installation très simple sur votre PC et vous passez votre déclaration générée depuis votre logiciel de paye dedans et il vous fait tous les contrôles et il vous dit ce qui ne va pas. Donc, ça permet, avant même d'utiliser l'espace Net Entreprise et de faire un envoi un peu officiel, même en test, de déjà faire des primo-vérifications. Et consulter les CRL, les comptes rendus financiers et nominatifs. Il y a un tableau de bord. Je crois qu'il y avait en fait une petite vidéo, non ici. Non, elle est un peu plus loin, la vidéo. Oui, tu peux cliquer, Sabrina, sur le titre, ça va lancer une vidéo. Bah oui, c'est ce que je pensais et en fait, ça ne marche pas. Ah mince. Ouais, je suis en flèche, j'arrive pas à la lancer. Si l'un d'entre vous... Hop. Je pense que c'est lié au... Oui, non, je ne l'ai pas non plus, c'est lié au diaporama intégré. Oui, au diaporama intégré, parce que ça fonctionnait. On vous avait mis des liens vers des vidéos et comme il est intégré dans l'outil, a priori, ça ne nous permet pas de les lancer. On va être aidé. Ils sont activables depuis le PDF qui est téléchargé. Malheureusement, dans Livestorm, on ne peut pas ressortir de l'outil pour aller ouvrir. Mais ils fonctionnent tous comme pour les fiches consignes, soyez pas inquiets. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous aurez téléchargé le PDF et que vous aurez le temps de dire jeter un coup d'œil, à cliquer sur les liens et à aller voir ces petites vidéos qui sont toujours parfois beaucoup plus parlantes que les mots d'une présentation. Donc le tableau de bord. Le tableau de bord permet de suivre ces envois. Il s'agit d'une vue d'ensemble des DSN mensuelles transmises. Et à partir de celui-ci, vous pouvez consulter l'ensemble des retours d'information du système et des organismes concernés par vos envois. Il faut l'utiliser sans modération, comme dirait le site Net Entreprise. Donc, il se divise en 5 parties, comme vous pouvez le voir ici. La première concerne l'identification du déclarant. La deuxième, le suivi de ces envois avec leur état. La troisième qui vient compléter la précédente, est un récapitulatif, une synthèse des déclarations avec leur statut, rejeté ou accepté. Et la dernière, importante, la zone de dépôt de vos fichiers. Donc voilà, j'en ai fini avec cette présentation très rapide, un peu en pause de Net Entreprise, de comment s'inscrire au service DSN. Le tableau de bord, vous avez
toujours, encore une fois, sur Net Entreprise, beaucoup d'éléments de formation, d'explications, très lisibles. Donc, nous vous conseillons fortement d'y aller sans modération. On va passer la partie questions-réponses. On l'a faite juste avant. Et je donne la parole à Magali. Cette fois, je ne me trompe pas. Alors là, donc, on va parler de la déclaration en particulier. Alors, dans un premier temps, comme l'a dit tout à l'heure Géraldine, rassurez-vous, hein, vous continuez à gérer votre logiciel comme d'habitude. Là, on va vous présenter des cas particuliers, mais en fait, c'est pour un bon paramétrage de votre logiciel et ainsi, ça nous permet de réceptionner des DSN corrects. Pourquoi éviter les erreurs au niveau des DSN? Pour que les organismes sociaux qui reçoivent vos informations interprètent correctement les éléments réceptionnés, tels que le contrat, la rémunération, la suspension, mutation, etc. Ces cas particuliers qu'on va pouvoir voir par la suite. Et le replacent correctement sur vos agents afin de vérifier leurs droits donc aux prestations. Alors, un petit rappel, hein, on va parler de contrat de travail. Pour la fonction publique, c'est plus relation aux employeurs. On va parler d'individus, de salariés. Pour la fonction publique, c'est plus agent. On va parler aussi d'employeurs, c'est plus administration. Donc, dans un premier temps, je voulais vous rassurer quand même. Alors là, on va parler de la quotité de travail. Donc, la DSN étant mensuelle, les quotités de travail sont donc à déclarer sur une base mensuelle. Bien sûr, la DSN prévoit aussi une quotité de travail à déclarer en heures hebdomadaires pour les fonctionnaires et les contractuels de droit public. Les quotités de travail des autres populations, telles que les contractuels de droit privé, sont à déclarer en valeur mensuelle. Donc, il est donc important de bien déclarer les quotités de travail, car vont en dépendre les droits accordés à vos agents, bien sûr. Alors, on va passer sur la slide suivante. Voilà. Donc, les rubriques relatives aux quotités de travail sont, dans un premier temps, vous avez l'unité de mesure de la quotité de travail dans le bloc 40, la rubrique 011. Comme dit précédemment, donc, si vous êtes sur un contrat en heures hebdomadaires, vous déclarez en hebdomadaire. Par exemple, on va déclarer 35 heures en fonction de la situation. Après, nous avons donc la quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salariés dans le bloc 40, rubrique 012. Là, c'est la durée légale de travail pour une catégorie de salariés. Par exemple, si j'emploie une secrétaire de mairie sur une base de 35 heures, la durée légale, c'est ici que l'on va renseigner 35 heures. Alors, il peut y avoir également une quotité de travail inférieure en fonction du poste. Par exemple, on sait qu'il y a un professeur d'art plastique peut éventuellement avoir une quotité de travail de 16 à 20 heures. Après, donc, nous avons la quotité de travail de contrat, donc la 013. Là, c'est par rapport à l'agent. C'est-à-dire, c'est là qu'on va déclarer combien d'heures fait réellement l'agent. Par exemple, s'il a un contrat à temps plein qui est sur une base de 35 heures et que l'agent effectue moins d'heures parce qu'il est sur un temps partiel, vous indiquez son nombre d'heures réellement effectuées. Enfin, nous avons donc là la modalité d'exercice du temps de travail dans la rubrique 014. C'est là que l'on renseigne si l'agent donc effectue un temps plein ou un temps partiel. Donc, un temps plein de droit, par exemple, ou un temps partiel de droit pour garde d'enfants. Alors, attention, là, on va apporter une petite précision plus particulière pour la rubrique nature de poste, donc dans la rubrique 053. Donc, là, concernant plus particulièrement la fonction publique territoriale, elle doit être renseignée de la valeur 0,1 si c'est un temps complet, de la valeur 0,2 si c'est un temps non complet. Alors, attention, donc un temps complet est différent d'un temps plein. Le temps complet est la durée légale fixée par l'administration, donc correspondante au poste. Un temps non complet, là, l'agent effectue moins d'heures
que ce qui était prévu par rapport à son poste. Après, nous avons donc la quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salariés dans l'hypothèse d'un poste à temps complet. Là, on est dans la rubrique 0,54. Donc, uniquement à renseigner pour un temps non complet. Par exemple, on a déclaré dans la rubrique 53 que la durée était inférieure à la durée légale. Ici, je précise quelle est la durée légale. Et enfin, on a le taux de travail à temps partiel. Dans le bloc 40, la rubrique 0,55. Uniquement à renseigner dans le cas d'un temps partiel, bien sûr. Exemple, on indique là si on va être à 50%, à 80% ou 90%. Alors là, maintenant, on va parler donc des événements qui peuvent intervenir au cours de la vie de ce contrat pour un agent. Concernant les signalements d'événements, arrêt de travail, vous devez les transmettre dans le bloc 60 de la DSN mensuelle. Alors là, nous vous présentons un exemple d'un agent Ircantec. Effectivement, alors dans certains cas, l'Ircantec, en cas d'arrêt de travail, peut attribuer des points gratuits pour la retraite si l'agent a eu 30 jours d'arrêt consécutifs ayant donné lieu à indemnisation. Pour qu'il puisse bénéficier de ces points, il faut que l'Ircantec ait eu connaissance de cet arrêt indemnisé et en plus connaisse le montant de la perte d'assiette qui a été subie par l'agent, de manière par la suite attribuer à bonne hauteur les points gratuits. De ce fait, il vous est demandé donc de déclarer dans le bloc base assujettie 78 sous le type spécifique 29, soit base Ircantec non cotisée. Vous devez indiquer donc le montant de cette part d'assiette pour que l'Ircantec retrouve les informations qui lui sont nécessaires. Donc, vous pouvez donc voir qu'il y a bien une cohérence entre chaque bloc, ici le bloc 60, les signalements, et 78. Donc, vous avez donc aussi à disposition, donc pour chaque cas particulier, vous avez à disposition donc des fiches consignes. Pour ce cas, vous avez donc la fiche consigne 2003 et la 2004. Il en est de même aussi pour un agent donc affilié à la CNRACL. Donc la CNRACL a besoin de connaître période par période le taux de rémunération de la situation administrative qui est appliqué à l'agent pendant son arrêt de travail. Exemple, un jour de carence a un taux de rémunération à 0%. Le maintien de salaire peut être de 100% ou voire 80%. Du coup, la CNRACL a besoin de connaître le nombre de jours pendant la période d'arrêt qui sont concernés par tel ou tel taux de rémunération de la situation administrative. Donc, d'où l'importance de déclarer tous les arrêts de travail pour que ces informations remontent vers votre DSN mensuel. Il faut donc renseigner le bloc 51, la rubrique 011, avec la valeur 21 du taux de rémunération de la situation administrative, la rubrique 013, montant à 0, la rubrique 014, taux de rémunération de la situation administrative pour le taux associé, exemple 0% pour un jour de carence. Vous avez à disposition donc la fiche consigne 2114. Maintenant, on va parler des suspensions. Donc, les suspensions concernent le bloc 65. Toute suspension de contrat doit être déclarée dans la DSN, y compris si l'agent a une rémunération à 0. Il faut que les organismes qui reçoivent cette information sachent que votre agent est toujours dans les effectifs du SIRET employeur. Il est important que l'agent continue de figurer au sein de la déclaration et que l'on justifie d'une rémunération diminuée d'autant. Donc, bloc 65, autre suspension de l'exécution du contrat. De plus, pour un agent affilié à la CNRACL, un taux de rémunération doit être transmis sur la ou les périodes en fonction du découpage qui peut être opéré. Là, on va parler donc des fins de contrat. Important.
Depuis quelque temps, on a la possibilité de démissionner de la fonction publique et avoir droit donc à l'assurance chômage. Donc là, il s'agit du bloc 62, fin de contrat. Cette déclaration est également obligatoire dans la DSN mensuelle, même sans signalement de fin de contrat de transmis. Nous vous avons listé donc là des motifs, vous avez plusieurs motifs. Cela va de 0,14 licenciement pour motif économique à 110 rupture conventionnelle collectif. Et il y a en effet de nouveaux motifs, le 0,70 révocation suite à abandon de poste et le 0,71 révocation suite à sanction pénale. Sinon, bien sûr, vous pouvez utiliser donc le code 999, fin de relation avec l'employeur. Vous avez la fiche consigne 2120 à disposition. Maintenant, donc là, on va parler des mutations. La mutation, petit rappel, la mutation ne constitue pas une fin de contrat. Il y a des modalités déclaratives particulières. Donc, concernant l'établissement d'origine du salarié, donc devra, elle, renseigner le bloc 62 avec une fin de contrat, avec la date de fin de contrat dans la rubrique 001, qui sera renseignée à la date d'effet de la mutation. Un motif de la rupture de contrat dans le bloc 62, rubrique 002, renseigné à la valeur 100, mutation au sein du même groupe sans rupture de contrat. Le nouvel établissement, lui, prenant en charge l'agent, doit transmettre un bloc changement contrat dans le bloc 41 avec une rubrique SIRET ancien d'établissement d'affectation, la rubrique 012, renseignée avec le SIRET de l'établissement d'origine de l'agent. Alors, ces informations sont nécessaires pour faire le chaînage de la carrière de l'agent. Donc, vous avez aussi la fiche consigne à disposition. Alors, les détachements. Alors, les détachements, c'est des cas particuliers qui existent dans la fonction publique. Donc là, il s'agit d'un cas particulier. Et alors, il ne s'agit pas d'une fin de contrat en tant que telle, mais comment gérer un fonctionnaire en détachement. Alors, les deux établissements, origine et accueil, doivent déclarer le fonctionnaire. Un seul de ces deux établissements doit déclarer les cotisations. Pour la fonction publique territoriale ou hospitalière, les cotisations sont déclarées comme suit. Alors, par l'établissement d'origine, s'il s'agit d'un emploi ne conduisant pas à pension, ENCP, hormis les cotisations au RAF, et par l'établissement d'accueil pour un emploi conduisant à pension, ECP. Pour la fonction publique d'État, les cotisations sont toujours déclarées par l'établissement d'accueil. On va voir un exemple avec la slide suivante, bien sûr. Alors là, on voit à gauche, l'établissement d'origine va déclarer l'agent avec sa nomination dans la fonction publique, dans la rubrique nature de contrat, bloc 40, rubrique 007, avec la valeur 50. L'agent est suspendu, donc c'est le bloc autre suspension de l'exécution du contrat, le bloc 65, avec une rubrique motif de suspension 001. Attention, donc là, il y a aussi le 655, c'est pour un détachement donc conduisant à pension, ECP, et le 674, c'est pour le détachement ne conduisant pas à pension, ENCP. Et vous avez aussi donc la rubrique position de détachement qui concerne le bloc 65, rubrique 004 à renseigner. À droite, donc pour l'établissement d'accueil dans lequel l'agent est en détachement. Là, je déclare une rubrique nature de contrat, donc dans le bloc 40, rubrique 007, renseigné avec les valeurs de détachement 20 et 21, donc en fonction si c'est un détachement qui ouvre droit ou pas à pension. Sans suspension et avec le type de détachement bloc 40, rubrique 66, qui doit être renseigné.
Et c'est pareil, vous avez donc la fiche consigne 2057 à disposition. Alors, autre cas particulier, le vacataire. Donc, petit rappel, qu'est-ce qu'un vacataire? C'est un agent qui effectue une activité spécifique, ponctuelle, rémunérée à la tâche. Donc, dans la DSN, on doit le déclarer comme si c'était un contractuel. Rubrique nature de contrat, 007, avec une valeur 10, qui est contrat à durée déterminée de droit public. Le statut d'emploi 026, qui est à renseigner avec la valeur 02, contractuel de la fonction publique. Et la rubrique 011, unité de mesure de la quotité de travail, qui sera renseignée avec la valeur 33 à la tâche. Rappel, seul un contractuel de la fonction publique peut être appelé à faire des vacations. Vous avez à disposition la fiche consigne 2143. On va parler là des cas, les fonctionnaires qui ont une activité secondaire. Alors, seuls les fonctionnaires peuvent accomplir, en plus de leur activité habituelle, une secondaire, pour laquelle ils perçoivent une indemnité. L'activité secondaire doit être réalisée donc pour le compte du même employeur. Dans ce cas, la rémunération correspondante donc étant un complément de traitement de base, donc pas de particularité au traitement de la déclaration en DSN. Vous avez la fiche consigne 2343. Par contre, si l'activité secondaire donc, est réalisée pour le compte d'un employeur secondaire, là, dans ce cas, il faut déclarer de manière séparée en DSN l'activité effectuée, payée et déclarée sur l'année N. Les cotisations dues au RAF sont versées dans l'année N+1 au titre de l'année N. La déclaration au RAF ne s'effectuera qu'une seule fois par an en début d'année. Elle est carrément à côté de la DSN. Mais dans la DSN, on déclare, donc on précise la nature du contrat 007 avec le code 52, cumul activité à titre accessoire, ou alors avec la nature correspondante à la nature du contrat défini, c'est-à-dire du type de travail, du contrat de travail. À la fin de cette activité secondaire, donc il faudra déclarer un bloc fin de contrat, le bloc 62, avec le motif de rupture de contrat, code 002. 999, la fin de relation avec l'employeur, autre que contrat de travail, convention ou mandat. On est en effet là sur une suspension, pas sur une rupture de contrat. En quelque sorte, les deux activités sont concomitantes. Les cotisations donc relatives au RAF seront déclarées dans le bloc 78, base assujettie, donc avec un code de base assujettie 001 et de type 49, RAF assiette. Vous avez donc la fiche consigne 2343. Alors là, on va parler des cas des apprentis. Alors, les apprentis du secteur public donc, correspondent, eux, au bloc 40, rubrique 008, donc dispositif de politique publique et conventionnelle, et la valeur 81, contrat d'apprentissage secteur public. Ils doivent être déclarés avec un CDD de droit privé, avec la nature du contrat 007 et valeur 02, contrat de travail à durée déterminée de droit privé. Les apprentis affiliés à l'IRCANTEC, eux, alors on sait que depuis janvier 2019, donc les cotisations et les contributions sociales dues sur les rémunérations versées aux apprentis donc, sont calculées sur l'assiette réelle et non plus sur un montant forfaitaire. Les données donc, sont indispensables pour alimenter le compte individuel retraite des apprentis. Pour cela, donc, vous allez déclarer la base assujettie correspondante dans le bloc 78 avec un type de base assujettie 28, une base IRCANTEC cotisée qui sera alimentée donc du montant réel de rémunération de l'apprenti, sans application de plafond.
Les cotisations individuelles correspondantes seront donc à déclarer dans le bloc 81, dans la rubrique 60, cotisation Ircantec tranche A, avec un montant d'assiette renseigné avec la part du montant excédant les 79% du SMIC mensuel, si la base assujettie déclarée, bien sûr, est supérieure à ces 79%. Sinon, il faudra donc indiquer un montant à 0. De toute façon, dans tous les cas, il faudra déclarer une cotisation même à 0 pour pouvoir ouvrir des droits à l'Ircantec. Donc là, vous avez une fiche consigne 831. Nous allons parler là des surcotisations. Alors, les surcotisations ne sont possibles que sur autorisation pour un fonctionnaire affilié à la CNRACL et dans tous les cas où son emploi est à temps partiel ou à temps non complet. Rappel, donc une personne à temps complet ne peut pas avoir de surcotisation. Les montants liés à la surcotisation donc doivent être fusionnés avec les cotisations normales. Pour cela, donc, vous allez les déclarer en additionnant les montants dans le bloc 81, renseignés avec la rubrique Code de cotisation 001 de valeur 300, donc cotisation normale par salariale. Par contre, attention, les fonctionnaires qui présentent donc un taux à plus de 80% d'handicap, dans ce cas-là, donc la déclaration se fait sous les deux codes suivants. La valeur 300, cotisation normale par salariale, en additionnant donc le montant de la cotisation normale avec celui de la surcotisation, et la valeur 302, surcotisation sur 8 trimestres par salariale, vous déclarez le montant de la surcotisation. Les élus, donc cas particulier lié à la fonction publique territoriale. Donc là, vous avez la fiche consigne 2089. Donc les élus sont à déclarer dans la DSN avec une rubrique nature de contrat 007, renseigné de la valeur 81, mandat d'élu. Si on a plusieurs mandats exercés dans plusieurs collectivités, on a la rubrique 036 avec emploi unique ou 037 si on a des employeurs multiples. La précision doit porter si on est dans une ou plusieurs collectivités. Puis, on a des modalités très spécifiques décrites dans la fiche consigne 2342. Là, ça correspond au détachement d'un fonctionnaire qui pourrait exercer donc un mandat électif, élu local. Et là, on rentre vraiment dans un cas bien spécifique. Donc, je vous demande de vous rapprocher de la fiche consigne qui lui est dédiée, car là, on est vraiment dans un cas très spécifique. Donc là, on va faire un petit point sur les sapeurs-pompiers avec deux fiches consignes mises à disposition, la 2086 et la 2090. Donc, il faudra alimenter les rubriques suivantes. Donc, la première rubrique, donc indice brut, la rubrique indice brut 0,57, renseigné avec l'indice brut de carrière majoré de l'indemnité de feu. Cela donc bien sûr concerne que les pompiers. La rubrique 0,64, indice brut d'origine sapeur-pompier professionnel, qui correspond donc à l'indice brut avant intégration de l'indemnité de feu. Uniquement donc pour les cas particuliers, comme la surcotisation volontaire du sapeur-pompier sur un temps partiel ou un sapeur-pompier mis à disposition. Uniquement dans ces cas, il faudra donc alimenter la rubrique 0,64 du bloc 40, car dans ces cas-là, ils ne sont pas sur un traitement à temps complet. Et nos trois derniers cas particuliers donc de la fonction territoriale, on a les agents intercommunaux, donc petit rappel, un seul emploi dans plusieurs collectivités territoriales, donc exemple, un jardinier qui travaille dans 3 villages différents.
On a les agents pluricommunaux, donc plusieurs emplois chez différents employeurs territoriaux. Exemple, une personne qui va être absente le matin dans un village, qui va travailler à la cantine dans un autre village le midi et va faire les cours du soir dans un troisième village. Et enfin, on a les agents donc, polyvalents, ceux qui ont plusieurs emplois exercés chez un seul employeur territorial. Donc là, les différentes rubriques à compléter sont donc la rubrique code emploi multiple, donc dans le bloc 40, rubrique 036, avec comme valeur 0,1 emploi unique pour un agent intercommunal, la valeur 0,2 emploi multiple pour un agent pluricommunal ou polyvalent, et la rubrique 037 code employeur multiple avec la valeur 0,1 emploi unique pour un agent intercommunal ou polyvalent. La valeur 0,2 employeur multiple pour un agent pluricommunal. Et enfin, la rubrique 0,53, donc nature du poste, avec la valeur 0,2, temps non complet pour un agent pluricommunal ou polyvalent. Et vous avez donc à disposition deux fiches consignes, la 2115 et la 2116. Là, donc, nous avons terminé avec les cas particuliers, mais je tiens à vous rassurer encore une fois, il s'agit là du paramétrage. Hein, quand on vous parle des blocs, des rubriques, des valeurs, vous êtes devant votre logiciel de paie et vous gérez de la même façon. Mais il fallait faire un point sur ces cas particuliers parce que ça va nous permettre de réceptionner des DSN corrects et attribuer ainsi le droit correspondant donc à vos agents. Donc là, je vais redonner la parole à Géraldine si éventuellement nous avons des questions. Les questions, elles sont répondues au fur et à mesure. Je rappelle que si certaines n'avaient pas obtenu de réponse, de toute manière, il y aura une synthèse de l'ensemble des questions des différents webinaires qui sont organisés actuellement en France, qui sera sur le site Net Entreprise. D'ailleurs, il y a une synthèse des webinaires qui ont été organisés au mois de mars, que vous pouvez déjà retrouver. Donc, on posait aussi la question où retrouver toutes ces fiches consignes. Donc, en fait, le site Net Entreprise, vous avez une partie qui est dédiée à la fonction publique avec tout ce qui concerne la DSN. Et vous pouvez poser aussi des questions au sein de cette partie-là et vous allez retrouver donc ce qu'on appelle la base de connaissances avec l'ensemble des fiches consignes sur le site Net Entreprise. Donc, n'hésitez pas à y aller pour voir justement vos spécificités, vos questions particulières. Juste un rappel peut-être aussi sur… oui, donc là, on a vu beaucoup de choses qui sont au sein du logiciel. Hein, donc, comme le disait Magali, hein, vous continuez votre paye, mais c'est pour bien comprendre le fonctionnement de la DSN aussi. Puis des fois, quand vous nous appelez, nous, organismes, on va vous parler de rubriques. Donc, c'est pour comprendre le fonctionnement. Mais vous n'aurez pas forcément ça à traiter. C'est parce que vous allez voir directement. Hein. Vous continuez au niveau de votre logiciel, votre paye comme vous faites habituellement. On avait aussi une question de personnes qui s'occupent de petites communes qui ne sont pas forcément là tout le temps et qui nous disent que des fois, ils peuvent être absents. C'est vrai que en fait, la DSN ne change rien à ce qui se passe aussi actuellement. Vous avez des dates d'exigibilité à respecter. Si vous êtes absent aujourd'hui et que vous ne respectez pas ces dates, les organismes peuvent revenir vers vous avec éventuellement la mise en place de pénalités. La DSN, c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a une date d'échéance à respecter. Si malheureusement on ne peut pas la respecter, il peut y avoir éventuellement la mise en place de pénalités. Je voulais juste apporter un complément, Géraldine, c'est Didier Kuhn, à ce que tu disais sur ça, c'est que la date d'échéance, c'est la date butoir ultime. Mais oui, vous pouvez commencer à déposer la DSN à partir du lendemain de l'échéance principale. Je m'explique. Vous avez une DSN concernant la paye du mois de mars qui doit être déposée avant le 5 avril, mais vous pouvez commencer à la déposer dès le 6 mars. C'est-à-dire que si votre paye a été établie le 20 du mois de mars, qu'elle est enregistrée au niveau de la trésorerie pour le paiement et qu'il n'y aura pas de modification avant
le versement des salaires, vous pouvez parfaitement déposer la DSN qui est la photographie de la paye, puisque la paye n'est pas forcément, on a obligation de faire un train de paye au maximum tous les 31 jours. Donc la date à laquelle vous effectuez, c'était un des premiers petits schémas qu'on vous montrait, où on vous disait que l'échéance calendaire n'est pas l'échéance de la paye et n'est pas l'échéance de la DSN. Ce sont 3 dates butoirs ou 3 éléments qui peuvent être variables, et donc on peut parfaitement s'adapter à ça, ce qui simplifie d'ailleurs le problème des congés, puisque vous pouvez déposer votre DSN juste avant de partir en congé, si c'est nécessaire, voire avant l'échéance du mois suivant, parce qu'on part rarement 2 mois de suite. Donc on essaye vraiment de se caler sur vos habitudes de paye et sur le mode de fonctionnement. On essaie d'être le plus respectueux parce qu'on sait bien que, bien sûr, le changement et le paramétrage qu'implique le passage à la DSN, c'est un travail lourd, même s'il n'y a pas grand de difficultés parce que votre métier est déjà suffisamment compliqué et qu'en plus, généralement, vous faites la paye en plus d'autres missions. Donc, c'est vraiment complexe. Donc, on essaye d'être au plus près de vos habitudes. Et là, sur l'échéance, il faut vraiment avoir en tête que la date d'échéance, c'est la date butoir ultime. Vous ne pouvez pas redéposer après. Il faut avoir déposé avant, mais on peut déposer entre le lendemain de l'échéance précédente et l'échéance attendue. Donc, à mon niveau, je n'ai pas d'autres éléments à ajouter. Sabrina, Magali, Nadège, je ne sais pas si vous vouliez ajouter d'autres choses. Non, pour ma part, non, pas plus. Pas plus. En plus de toute cette base de connaissances sur notre entreprise, il y a ce qu'on appelle un MOC, Massive Open Online Course. Donc, c'est tout un processus de formation justement pour anticiper sur tout ça. Donc, il suffit d'aller sur la page d'accueil et en bas à droite, vous avez accès au MOC avec différents supports, justement des vidéos ou des documents à lire selon ce que chacun préfère. Donc, n'hésitez pas non plus en plus de la base de connaissances. Sinon, Géraldine. CPAM, on voulait faire un petit rappel pour les signalements d'événements, donc arrêt de travail, vous pouvez le faire uniquement pour vos contractuels ou vos vacataires, pas pour les fonctionnaires, ça ne fonctionne pas. Un petit rappel de bonne pratique aussi, au niveau de la date de dernier jour de travail, bien indiquer la veille de votre prescription d'arrêt initiale, même si c'est une journée qui tombe sur un dimanche, jour férié, non travaillé, etc. Ce n'est pas grave. Indiquez systématiquement la veille. Il y a une exception, c'est quand votre agent a travaillé le jour de sa prescription d'arrêt. Et il en est de même aussi pour les périodes de subrogation. Dès lors que vous nous faites un signalement d'événement pour votre contractuel, indiquez son droit maximum par rapport à son statut au niveau de la subrogation. Cela vous évite de refaire un nouveau signalement d'événement arrêt de travail par un annule et remplace. Donc là, c'était deux pratiques que je voulais faire un petit rappel pour éviter justement les anomalies. Géraldine, Jean-Paul Klein, Pôle emploi. Oui, Jean-Paul. Géraldine, une précision que je souhaitais apporter sur le motif, sur un des motifs de fin de contrat de travail. En fait, lorsqu'une personne est en CDD et refuse, n'accepte pas un renouvellement de CDD, il ne s'agit pas d'un cas de démission. Donc, il ne faut pas cocher la case démission. Un signalement peut être fait à Pôle emploi sur le fait de refuser le CDD, mais ça ne remet pas en cause le motif du contrat qui est bien une fin de contrat. Je le dis parce qu'on a déjà rencontré des situations comme celle-ci où il y a eu un doute et les personnes ne savaient pas toujours quoi indiquer. Donc voilà la position sur les personnes qui ne refusent un renouvellement de CDD. D'accord, merci. Voilà. Donc, comme le disait Magali, vous l'a précisé, les signalements arrêt de travail, fin de contrat de travail seront accessibles pour la partie contractuelle, vacataire. Pour la partie des fonctionnaires, ça arrivera dans un second temps. C'est plus pour 2023. Ça ne fait pas partie des déclarations qui sont accessibles au démarrage de la DSN pour janvier 2022. Nadège, est-ce que tu voulais dire le mot de la fin? Eh bien, oui, le mot de la fin. Alors, nous espérons avoir pu vous apporter un peu plus d'éclaircissement concernant le sujet de la DSN. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça se fait vraiment très facilement.
Donc, il s'agissait aujourd'hui du second webinaire normand sur le thème de la DSN fonction publique, qui traitait un peu plus de particularités. C'était un petit peu plus spécifique que le premier webinaire que nous avions abordé le 25 mars, qui présentait d'une façon plus générale la DSN. C'était une façon plus de vous sensibiliser à cette déclaration sociale nominative. Nous aborderons effectivement le troisième webinaire que nous présenterons. Donc, tu me dis si je me trompe, Géraldine, c'est le 23 septembre 2021. La date sera confirmée, mais normalement, ça sera en septembre. D'accord, donc ça sera en septembre, tout du moins, sur des éléments un petit peu plus spécifiques, toujours sur la DSN de la fonction publique. Donc, n'hésitez pas à regarder sur Net Entreprise, donc voilà, au niveau du replay, de la foire aux questions, toutes les informations que vous allez pouvoir retrouver. N'hésitez pas aussi, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, vous aider dans vos démarches, répondre à toutes les questions que vous vous posez, si vous avez des hésitations. Donc, nous sommes à votre disposition ainsi que tous les supports qui sont mis en place. Merci également de votre participation pour vos questions qui ont pu enrichir ce webinaire. Et puis, merci à toutes les personnes qui ont pu répondre en back-office aux questions, nous aider à vous apporter les réponses auxquelles vous posiez. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour ce troisième thème en septembre. Et puis, nous vous souhaitons donc une belle journée. Donc voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre le relais ou rajouter des petites choses par rapport à ce que j'ai dit. En tout cas, c'était mon mot de la fin. Merci Nadège. Au revoir à tout le monde. Merci à tous. Bonne journée et portez-vous bien. Bonne journée à tout le monde. Portez-vous bien. À bientôt. Merci et surtout pour ceux qui posent les questions au dernier moment. Si vous avez un doute, on va vous répondre de toute façon. On a les adresses mail, ne vous inquiétez pas, on ne vous laisse pas sur le bord de la route. Très bonne journée à tous.